Bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez les contenus qui explorent les histoires vraies et glaçantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et si cette enquête vous intrigue, laissez un j'aime. Merci pour votre soutien et bonne vidéo. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire glaçante d'un tueur en série écossais qui traquait ses victimes, des petites filles âgées de 5 à 11 ans, à travers le Royaume-Uni. Le 12 août 1981, une journée d'été ordinaire s'est transformée en cauchemar pour la famille Cardy. Jennifer, 9 ans, a quitté la maison en vélo pour rendre visite à une amie habitant tout près. Avant son départ, sa mère a soigneusement réglé sa montre. Elle devait être de retour à 16h30. Mais Jennifer n'est jamais revenue. Quand son père, Andy, est rentré à la maison ce jour-là, il a tout de suite senti l'angoisse dans le regard de sa femme, Pat, qui l'attendait à la porte arrière. Elle lui a expliqué que Jennifer n'était pas encore rentrée. D'abord, Andy a essayé de rester rationnel. Jennifer était une enfant modèle, toujours ponctuelle, mais peut-être avait-elle simplement perdu la notion du temps en jouant. Ils se sont rendus chez l'ami de Jennifer, espérant la retrouver là-bas. Mais ce fut un choc, Jennifer n'y était jamais arrivée. L'inquiétude a alors pris une tournure plus sombre. Désespérés, ils ont cherché dans tout le village, interrogé des amis, des voisins, même les fermes environnantes. Personne ne l'avait vue depuis qu'elle avait quitté la maison. Conscients que quelque chose de grave était arrivé, ils ont appelé la police. Ballinderry, leur petit village niché dans le comté d'Antrim en Irlande du Nord, s'est rapidement mobilisé. Tout le monde connaissait Jennifer. Elle faisait partie d'une famille aimante, ses parents, Andy et Pat, et ses frères et sœurs, Mark, 14 ans, Philippe, 6 ans, et la petite Victoria, encore un bébé. Jennifer était le genre d'enfant que l'on ne pouvait qu'aimer, vive, souriante, pleine de joie. Son père la décrivait avec une tendresse poignante. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec une étincelle dans les yeux. Un mois avant sa disparition, Andy avait acheté un vélo pour Jennifer. Il voulait qu'elle profite de la fin de l'été, qu'elle ressente cette liberté de rouler dans le vent. Pat avait suggéré d'attendre Noël pour lui offrir, mais Andy, dans un élan d'amour, voulait lui faire plaisir immédiatement. C'est ce même vélo qui allait hanter ses pensées. Ce soir-là, déterminé à retrouver sa fille, Andy embarqua avec un ami dans un pick-up équipé de puissants projecteurs. Ils parcouraient les routes sombres, scrutant chaque recoin, quand soudain, à environ 2 kilomètres de chez eux, un reflet attira leur attention dans les buissons. Leur cœur s'arrêta. C'était le vélo de Jennifer. À cet instant, leurs pires craintes prirent vie. Jennifer avait été enlevée. Andy le savait au plus profond de lui, jamais elle ne serait montée volontairement dans une voiture. Elle avait été forcée, arrachée à sa famille. Le lendemain, le 13 août, une gigantesque opération de recherche fut lancée. La mobilisation fut extraordinaire. La police, des bénévoles, la famille, les amis, tout le village de Ballinderry s'unirent. Les commerces fermèrent leurs portes, les fermiers laissèrent leurs champs, et même l'armée, fortement présente en Irlande du Nord à l'époque, apporta son soutien avec des hommes, des véhicules et des hélicoptères. Des plongeurs fouillèrent les lacs, des voitures équipées de haut-parleurs sillonnaient les rues, diffusant des appels désespérés. Des barrages routiers furent installés, chaque conducteur interrogé. Mais malgré cet incroyable élan de solidarité, Jennifer semblait s'être volatilisée. Pas une trace, pas un indice, rien. Juste un silence oppressant. Le spectacle de cette communauté entière, soudée dans la douleur, était à la fois déchirant et profondément émouvant. La famille de Jennifer, anéantie, multipliait les appels publics. Ils ne réclamaient pas vengeance, ni justice. Tout ce qu'ils voulaient, c'était retrouver leur fille. Ce village, qui semblait autrefois si paisible, se retrouvait plongé dans une tragédie qui allait marquer à jamais ses habitants.
L'absence de Jennifer pesait comme un fardeau insupportable, et pourtant, personne n'était prêt à abandonner. 6 jours après la disparition de Jennifer, le 18 août, 2 hommes se promenant près du barrage de McKee, à environ 28 km de chez elle, aperçurent ce qui leur sembla être un manteau flottant dans l'eau. Conscients de l'affaire Jennifer Cardy, ils contactèrent immédiatement la police. Ce qu'ils avaient trouvé n'était pas un manteau, mais le corps de Jennifer. Andy, portant le poids de l'horreur sur ses épaules, se rendit seul à la morgue. Il demanda à Pat de rester à la maison avec leurs autres enfants, voulant à tout prix lui épargner ce traumatisme. Lorsque le sac mortuaire fut ouvert, il devint immédiatement clair que le corps de Jennifer était resté dans l'eau depuis le jour de sa disparition. Incapable de l'identifier au premier regard, Andy demanda que le sac soit entièrement ouvert. Ce fut en voyant les petites chaussures de Jennifer qu'il sut. Le choc le terrassa, et il s'effondra sous le poids d'une douleur indescriptible. Les funérailles de Jennifer furent un moment de dévastation collective. Le révérend William Bingham, ami proche de la famille, rendit hommage à une enfant lumineuse, polie et pleine de vie, une véritable petite perle. L'enquête qui suivit révéla l'atrocité des derniers instants de Jennifer. L'autopsie montra qu'elle était morte noyée, mais qu'elle avait également été étranglée et agressée sexuellement. Sa montre, que sa mère avait réglée avant son départ, s'était arrêtée à 17h40, marquant l'heure probable où son corps avait été jeté dans le barrage. Malgré cette précision, l'enquête piétina. Aucun indice, aucun témoin, aucune piste. Quelques mois plus tard, un autre drame frappa. Suzanne Maxwell, 11 ans, disparut alors qu'elle rentrait seule à pied de son entraînement de tennis à Corney-on-Tweed, une petite localité du côté anglais de la frontière avec l'Écosse. C'était la première fois qu'elle faisait le chemin seule. Lorsque Suzanne ne rentra pas à l'heure prévue, ses parents, Liz et Forrest Maxwell, s'inquiétèrent rapidement. Ils contactèrent son entraîneur, qui leur confirma que Suzanne avait bien quitté le cours après son cours. Ainsi, une nouvelle ombre s'étendait, laissant craindre qu'un prédateur insaisissable rôdait toujours, prêt à frapper à nouveau. Aussitôt après la disparition de Suzanne Maxwell, sa mère Liz alerta la police, déclenchant une chasse à l'homme de grande envergure. Les forces de l'ordre, épaulées par des centaines de bénévoles, amis et membres de la famille, se mobilisèrent. L'enquête prit rapidement une ampleur colossale, plus de 300 policiers furent assignés à temps plein, tandis que chaque maison de Cornhill et Coldstream était minutieusement fouillée. L'opération couvrit plus de 200 km² de terrain. Des témoins signalèrent avoir vu une camionnette blanche dans la région, ainsi que Suzanne traversant le pont au-dessus de la rivière Tweed peu avant sa disparition. Pour renforcer l'enquête, la police diffusa une reconstitution télévisée des derniers déplacements de Suzanne. Une fillette de 12 ans, habillée de manière identique et portant une raquette de tennis, recréa les scènes dans l'espoir de raviver la mémoire de potentiels témoins. Malgré l'intensité des recherches et l'attention médiatique, Suzanne demeurait introuvable. Rapidement, des parallèles furent établis avec d'autres disparitions similaires au Royaume-Uni, nourrissant la crainte d'un tueur en série rôdant à travers le pays. La tragédie prit une tournure sombre lorsque le corps de Suzanne fut découvert par un chauffeur routier, à environ 400 km de l'endroit où elle avait été enlevée. Son corps avait été dissimulé sous des broussailles. Ses chaussures et ses sous-vêtements avaient été retirés, ces derniers soigneusement pliés et placés sous sa tête, un détail sinistre qui suggérait un possible abus sexuel. L'état avancé de décomposition empêcha les enquêteurs de déterminer avec certitude la cause exacte de sa mort, mais ils conclurent qu'elle avait probablement été tuée peu après son enlèvement. Les marques sur son corps indiquaient qu'elle avait été ligotée et bâillonnée, confirmant l'horreur des derniers instants de cette jeune fille innocente. Après la découverte du corps de Suzanne, la police lança une fouille minutieuse dans la zone où elle avait été retrouvée. 50 agents furent mobilisés pour chercher des indices, notamment sa raquette de tennis.
Malheureusement, les preuves médico-légales étaient presque inexistantes, rendant l'enquête extrêmement complexe. La distance entre le lieu de l'enlèvement et celui où son corps avait été abandonné compliquait encore davantage l'affaire, tout comme la coordination entre les 3 forces de police impliquées, Lothian and Borders, Cumbria et Staffordshire. Le manque de modernité dans les méthodes d'enquête ralentit aussi les progrès. À l'époque, les forces de l'ordre s'appuyaient encore sur des fiches index plutôt que sur un système informatisé, rendant le partage d'informations fastidieux et les collaborations interservices inefficaces. Pendant ce temps, une autre tragédie se déroulait en Écosse. Caroline Hogg, 5 ans, disparut après avoir passé une belle journée d'été à une fête chez des amis. Vivant avec ses parents près de la promenade de Portobello, à Édimbourg, elle décida de jouer un moment dehors avant de rentrer. Lorsque Caroline ne revint pas à l'heure prévue, ses parents, inquiets, commencèrent à chercher dans les environs. Au cours de leurs recherches, un garçon leur rapporta avoir vu Caroline en compagnie d'un homme plus âgé. Ce témoignage glaçant poussa immédiatement les Hogg à contacter la police pour signaler sa disparition. L'enquête qui suivit allait une fois de plus plonger une communauté entière dans l'effroi, alimentant la peur qu'un prédateur insaisissable poursuive son sinistre chemin à travers le pays. Une gigantesque opération de recherche fut immédiatement lancée pour retrouver Caroline Hogg. Lors d'une conférence de presse, ses parents, effondrés, lancèrent un appel poignant à toute personne pouvant fournir des informations. Cette mobilisation devint rapidement l'une des plus vastes de l'histoire de l'Écosse. Plus de 2000 bénévoles se joignirent aux forces de l'ordre, et tous les congés policiers à Édimbourg furent annulés. Des renforts furent également dépêchés pour prêter main forte. Les recherches s'étendirent rapidement au-delà de Portobello, couvrant toute la ville d'Édimbourg. En l'espace de 2 jours, l'affaire fit la une des journaux à travers tout le Royaume-Uni, mobilisant l'attention nationale. Des témoins rapportèrent avoir vu un homme chauve, mal habillé, portant des lunettes à montures épaisses, observer Caroline avant de la tirer à l'écart. Ce témoignage crucial permit à la police de réaliser un portrait robot, rapidement diffusé au public dans l'espoir de recueillir des informations supplémentaires. L'image de cet homme mystérieux, observant de loin, devint un symbole terrifiant de la menace pesant sur les enfants, alimentant les craintes qu'un prédateur implacable soit à l'œuvre. Une jeune fille de 14 ans fit un témoignage bouleversant. Elle avait vu Caroline assise sur un banc, en train de parler avec un homme. Elle se souvenait avec précision de l'avoir entendu répondre « Oui, s'il vous plaît » à une question qu'il lui avait posée, avant de les voir partir ensemble, main dans la main, en direction de la fête foraine. Une fois sur place, l'homme lui avait payé un tour de manège, restant en retrait pour l'observer fixement, tandis que Caroline riait, inconsciente du danger qui rôdait. L'histoire prit un tournant sombre lorsqu'un autre témoin raconta avoir vu Caroline quitter la fête aux côtés du même homme. Mais cette fois, l'enfant paraissait différente. Elle semblait apeurée, son regard trahissant une peur croissante. Cette scène glaçante laissait entrevoir l'horreur qui s'était jouée. La police, s'appuyant sur le portrait de l'homme, lança une vaste enquête. Les soupçons se tournèrent rapidement vers 9 pédophiles connus dans la région de Portobello. Ces hommes furent interrogés, scrutés sous tous les angles. Mais, à chaque fois, l'espoir s'éteignait, aucun d'entre eux ne correspondait au prédateur recherché. L'enquête piétinait. Puis, l'impensable se produisit. Le corps sans vie de Caroline fut retrouvé dans un fossé bordant une route très fréquentée près de Twycross, à environ 500 km de l'endroit où elle avait disparu. Le choc fut d'autant plus grand qu'elle se trouvait à seulement 40 km du lieu où Susan Maxwell, une autre jeune victime, avait été découverte. Les enquêteurs, confrontés à un corps en état de décomposition avancée, furent incapables de déterminer la cause exacte de la mort. Mais une chose était certaine, Caroline avait probablement été tuée peu après son enlèvement. Après la découverte du corps de Caroline, la police établit un lien troublant avec le meurtre de Susan Maxwell.
Les hauts responsables des forces de l'ordre du Staffordshire et du Leicestershire conclurent unanimement que les deux fillettes avaient probablement été tuées par la même personne. Leurs corps avaient été retrouvés à proximité l'un de l'autre, loin des lieux de leur enlèvement, et les deux portaient des chaussettes blanches au moment de leur découverte. Il était également suspecté qu'elles avaient été victimes d'abus sexuels et ligotées. Un détail glaçant attira l'attention des enquêteurs: les deux filles avaient été enlevées un vendredi. Cette coïncidence suggérait que le meurtrier était probablement un chauffeur routier ou un livreur qui parcourait régulièrement de longues distances dans le cadre de son travail. Ce profil correspondait à celui d'un tueur opportuniste, frappant lorsqu'il en avait l'occasion. La police concentra ses recherches sur les entreprises de transport et de livraison reliant l'Écosse à l'Angleterre, espérant y trouver des pistes. Mais malgré leurs efforts, aucune découverte significative ne permit de faire avancer l'enquête. Face à l'impasse, les autorités décidèrent de diffuser une reconstitution télévisée de l'enlèvement de Caroline. Pour cela, une fillette de 4 ans, la fille d'un des officiers impliqués, fut habillée exactement comme Caroline le jour de sa disparition. Elle retraça les derniers pas de Caroline, dans l'espoir de raviver la mémoire de témoins potentiels. Pendant ce temps, les parents de Caroline lancèrent un appel public déchirant. Ils implorèrent toute personne ayant la moindre information de se manifester, soulignant l'urgence et l'importance de retrouver leur fille. Mais malgré l'ampleur de la mobilisation et l'exposition médiatique, le tueur restait insaisissable, laissant planer l'ombre de la peur sur des communautés dévastées. Avec la connexion établie entre les deux affaires, pas moins de 4 forces de police furent mobilisées pour travailler simultanément sur les enquêtes de Susan Maxwell et Caroline Hogg. Cependant, cette collaboration se heurta à une énorme difficulté: l'absence de système moderne. À l'époque, les services de police s'appuyèrent encore sur des fiches index papier, ce qui rendait le partage et l'analyse des informations extrêmement laborieux. Dans le seul dossier de Susan Maxwell, plus de 500 000 fiches index avaient déjà été accumulées. Ce volume colossal d'informations transformait chaque avancée en un véritable défi logistique. Les équipes d'enquête, submergées par la masse de données, peinaient à coordonner leurs efforts et à croiser efficacement les indices. Cette désorganisation ralentissait considérablement la progression, laissant un tueur en série dangereux en liberté, prêt à frapper à nouveau. L'enquête sur l'enlèvement de Caroline Hogg prit un tournant décisif sous la direction de Hector Clark, assistant-chef de la police de Northumbria. Déterminé à briser l'impasse, Clark introduisit une technologie révolutionnaire pour l'époque: une base de données informatisée dédiée à l'enregistrement des crimes. C'était la première fois qu'un tel outil était utilisé pour un incident majeur. Ce système centralisé permit aux différentes forces de police jusque-là ralenties par des montagnes de fiches papier, de collaborer efficacement en partageant instantanément des informations cruciales. Malgré cette avancée, l'enquête restait stérile. Des analyses médico-légales minutieuses, des centaines d'interrogatoires, une mobilisation massive, rien ne semblait pouvoir percer le mystère. Aucun indice solide, aucun suspect crédible. Le tueur jouait un jeu cruel, échappant toujours à la justice. Puis, comme pour ajouter une couche supplémentaire d'horreur, une nouvelle disparition plongea le pays dans la stupeur. Sarah Harper, 10 ans, disparue à Moortown, une paisible banlieue de Leeds. Ce soir-là, elle n'avait qu'une simple mission: aller chercher du pain à l'épicerie de quartier. C'était un trajet qu'elle connaissait par cœur, une routine anodine. Mais cette fois, Sarah ne revint jamais. L'absence de Sarah fit basculer sa mère, Jackie Harper, dans une angoisse viscérale. Accompagnée de sa sœur, elle parcourut les rues, appelant désespérément le nom de sa fille, scrutant chaque coin sombre, chaque ruelle silencieuse. Les secondes se transformèrent en minutes, puis en heures. L'espoir de la retrouver saine et sauve s'amenuisait, remplacé par une peur dévorante. Cette nouvelle disparition confirmait les craintes les plus sombres: un tueur impitoyable rôdait,
choisissant ses victimes avec une précision terrifiante. Le sentiment de sécurité s'effondrait, et la pression sur les enquêteurs atteignait son paroxysme. Le propriétaire de l'épicerie confirma que Sarah était bien venue faire ses courses ce soir-là, juste avant de disparaître. Mais un détail attira particulièrement l'attention des enquêteurs. Un homme chauve, avec une barbe, était entré dans le magasin peu après Sarah. Bien que la police ait minutieusement examiné les lieux et interrogé le commerçant, celui-ci fut rapidement écarté de la liste des suspects. Le lendemain, lors d'une conférence de presse déchirante, la mère de Sarah, Jackie Harper, fit un appel au secours. Avec une voix tremblante, elle implora quiconque ayant des informations de se manifester. Elle exprima ses pires craintes, que Sarah ne soit déjà morte. L'incertitude pesait comme un fardeau insupportable, transformant chaque minute sans nouvelle en une torture mentale. La police, consciente de l'urgence, lança une opération de recherche d'une ampleur exceptionnelle. Plus de 100 officiers furent mobilisés, soutenus par plus de 200 volontaires. Ensemble, ils passèrent au peigne fin des milliers de propriétés, interrogeant plus de 1400 témoins et distribuant plus de 10 000 dépliants dans l'espoir de recueillir le moindre indice. Même les eaux d'un réservoir voisin furent explorées par des plongeurs spécialisés, mais sans succès. Cependant, une lueur d'espoir émergea des témoignages. Plusieurs personnes affirmèrent avoir vu Sarah emprunter une ruelle menant vers sa maison. Plus inquiétant encore, un fourgon blanc Ford Transit avait été repéré dans la même zone, son comportement jugé suspect. Ce détail relança l'enquête, renforçant l'hypothèse d'un prédateur rôdant dans l'ombre, utilisant des véhicules banalisés pour surveiller et cibler ses jeunes victimes. Malgré cette piste, l'atmosphère restait lourde, le sentiment d'urgence écrasant. Chaque jour qui passait renforçait l'angoisse que la vérité, aussi terrible soit-elle, ne puisse émerger à temps. Le tueur, méthodique et insaisissable, semblait toujours avoir une longueur d'avance. Tragiquement, le corps de Sarah fut découvert flottant dans la rivière Tran, à environ 110 km du lieu de son enlèvement. Partiellement vêtue, elle portait les marques indélébiles de l'horreur qu'elle avait subie. Les enquêteurs conclurent que Sarah avait été ligotée, bâillonnée, et que sa cause de décès était la noyade. Elle avait été assassinée quelques heures après son enlèvement, son corps restant dans l'eau pendant des semaines. Les blessures sur son corps racontaient une histoire sinistre, des ecchymoses sur la tête, le front et le cou indiquaient qu'elle avait probablement été assommée avant d'être jetée à l'eau, inconsciente. Pire encore, les examens révélèrent des preuves irréfutables d'abus sexuels graves, ajoutant une couche supplémentaire à l'atrocité du crime. Après cette découverte macabre, un témoin clé se manifesta. Un homme rapporta avoir vu, le jour de l'enlèvement de Sarah, une camionnette blanche stationnée près de la rivière Soar, avec un homme trapu, chauve, à proximité. La rivière Soar se jette dans la rivière Tran, ce qui correspondait parfaitement au lieu où le corps de Sarah avait été retrouvé. Ce témoignage crucial faisait écho à d'autres signalements d'un homme et d'une camionnette similaires aperçus dans la région, renforçant l'hypothèse que le même individu était responsable de ce crime effroyable. La théorie selon laquelle le corps de Sarah aurait été jeté dans la rivière Soar avant d'être emporté par le courant jusqu'à la rivière Tran se précisa. Cette macabre chaîne d'événements ne laissait aucun doute, un prédateur calculateur, exploitant la géographie des lieux, continuait de semer la terreur, toujours un pas devant les enquêteurs. Les enquêteurs étaient convaincus que le tueur avait emprunté l'autoroute M1 pour transporter le corps de Sarah. Ils interrogèrent le personnel et les automobilistes dans plusieurs stations-service le long de cet axe. Dans l'une d'elles, des employés rapportèrent avoir vu une camionnette blanche transit qui leur semblait étrange, mais personne ne put fournir une description précise du conducteur. L'absence de témoins fiables ou d'éléments concrets compliquait l'affaire. Pendant un temps, les forces de l'ordre hésitèrent à relier le cas de Sarah Harper à ceux de Suzanne Maxwell et Caroline Hogg. Cependant, en novembre 1986, les pièces du puzzle s'assemblèrent, les trois affaires furent officiellement connectées,
confirmant l'existence d'un tueur en série méthodique et insaisissable. L'enquête s'étendit sur plusieurs années, mobilisant 6 forces de police. L'ampleur des recherches était stupéfiante, 22 tonnes de documents accumulés, plus de 187 000 témoins interrogés, 60 000 dépositions prises et 250 000 véhicules examinés. Pourtant, malgré ces efforts herculéens, aucune preuve médico-légale concluante n'émergea, laissant l'identité du tueur dans l'ombre. Le véritable tournant se produisit en 1990, à Stow, en Écosse. Un homme nommé David remarqua une camionnette blanche suivant de près la fillette de son voisin, âgée de 6 ans. Lorsqu'elle disparut peu après, il réagit immédiatement, alertant la mère de l'enfant, qui contacta la police. David, doté d'un sens aigu de l'observation, avait mémorisé le numéro d'immatriculation du véhicule. Peu de temps après, la camionnette réapparut dans les environs. Les forces de l'ordre n'hésitèrent pas, ils interceptèrent le véhicule. À l'intérieur, ils découvrirent la fillette, ligotée, bâillonnée et dissimulée dans un sac de couchage. Elle avait été agressée sexuellement et n'était qu'à quelques minutes de la suffocation lorsque les policiers la sauvèrent. Ce fut une scène à la fois terrifiante et miraculeuse. La chance, cette fois, avait été de leur côté. Ce sauvetage marqua un point décisif dans l'enquête. L'étau se resserrait autour du prédateur, et le vent semblait enfin tourner en faveur de la justice. La police parvint à stopper Robert Black, juste à temps pour sauver la fillette. L'élément le plus bouleversant de cette intervention ? L'officier qui ouvrit l'arrière du van et trouva l'enfant ligoté et bâillonné n'était autre que son propre père. Le mélange de soulagement et d'horreur qu'il ressentit à cet instant était inimaginable. Robert Black, un livreur écossais de 43 ans, fut immédiatement arrêté. Lors de son interrogatoire, il tenta de minimiser l'atrocité de ses actes, qualifiant l'enlèvement de coup de folie. Il avoua être attiré par les petites filles et prétendit qu'il avait simplement attaché l'enfant pour la garder un moment pendant qu'il livrait un colis, affirmant qu'il comptait la relâcher ensuite, aussi grotesque que mensonger. Mais ce fut la découverte de l'intérieur de son van qui révéla toute l'ampleur de son esprit tordu, des dispositifs de contention, des vêtements d'enfant soigneusement rangés, et des matelas usés. L'horreur culmina lorsqu'une perquisition à son domicile mit au jour un véritable musée de l'horreur, une collection exhaustive de matériel pédopornographique, incluant magazines, livres et vidéos, ainsi que des vêtements d'enfants. Black, jusque-là livreur sans histoire, était en réalité un prédateur méthodique, ayant opéré dans l'ombre pendant des années. Ce moment marqua un tournant décisif. Non seulement la police avait déjoué une tentative d'enlèvement, mais elle tenait peut-être aussi le coupable d'une série de crimes abominables qui avaient terrorisé le pays. Le monstre, longtemps insaisissable, venait enfin d'être mis à nu. Robert Black fut condamné à la prison à vie pour enlèvement, mais cette victoire judiciaire marqua le début d'une enquête encore plus vaste. Les détectives, déjà plongés dans les affaires non résolues des meurtres de Susan Maxwell, Sarah Harper et Caroline Hogg, commencèrent à voir en lui le principal suspect. Une nouvelle traque méthodique s'engagea pour faire la lumière sur ces crimes. Hector Clark, chef de l'enquête, mena un interrogatoire approfondi avec Black. Ce fut l'occasion de découvrir un passé terrifiant. Né en Écosse, Black avait été abandonné à la naissance, victime de la honte sociale qui entourait sa naissance hors mariage. Il grandit dans une famille d'accueil où il fut soumis à des abus et des traitements d'une sévérité extrême. Ces expériences traumatisantes laissèrent des cicatrices profondes. Dès son enfance, des signes inquiétants apparurent. Black développait une obsession malsaine pour la sexualité et un intérêt pervers pour les parties génitales, des comportements qui s'intensifièrent avec le temps. Il eut des interactions inappropriées avec des enfants, des signaux d'alerte qui, à l'époque, passèrent inaperçus. Mais ces pulsions ne firent que croître, évoluant en un désir pathologique de contrôle et de domination qui alimenterait plus tard ces crimes atroces.
L'entretien mené par Clark permit de lever le voile sur l'esprit d'un tueur façonné par des années de souffrance et de perversion. Ce n'était plus seulement un livreur banal, il était devenu un prédateur calculateur, traquant ses victimes sans remords. Les détectives savaient qu'ils se trouvaient face à un homme dont les crimes dépassaient tout ce qu'ils avaient vu auparavant. La traque du monstre ne faisait que commencer. Robert Black grandit dans une atmosphère de rejet et de violence. Surnommé cruellement « Bobby Tulip le puant » à cause de sa mauvaise hygiène, il était la cible constante des moqueries et du harcèlement de ses camarades. Malgré les efforts stricts de sa mère d'accueil, Margaret, pour imposer des standards de propreté, Black négligeait volontairement son hygiène, aggravant son isolement social. Cette marginalisation alimenta une colère profonde qui le poussa à s'en prendre à des enfants plus jeunes. Il les brutalisait physiquement, lançait des crises de colère et vandalisait les infrastructures scolaires. Après la mort de sa mère d'accueil, la situation de Black s'aggrava. Placé au Reading Children's Home, il devint encore plus incontrôlable. Là-bas, il participa avec 2 autres garçons à une tentative de viol sur une jeune fille dans un champ. Cet incident le conduisit à être transféré à la Red House, une institution plus stricte pour garçons à Musselburgh. Mais ce nouvel environnement n'apaisa pas ses tourments. Au contraire, il devint lui-même victime d'abus sexuels infligés par un membre du personnel, une expérience qui marqua profondément son adolescence. À sa sortie, Black sembla initialement se stabiliser. Grâce à l'aide des services sociaux, il trouva un logement et un emploi comme livreur chez un boucher. Mais derrière cette façade, ses pulsions criminelles ne faisaient que croître. Il profita de ses tournées de livraison pour traquer de jeunes filles, les molestant à de multiples reprises. L'horreur atteignit un nouveau sommet lorsqu'il attira une fillette dans un abri anti-aérien, la strangula jusqu'à l'inconscience et commit un acte sexuel sur elle. Arrêté pour comportement indécent, il bénéficia d'une décision incompréhensible, après une évaluation psychiatrique concluant qu'il ne présentait pas de risque de récidive, il reçut simplement un avertissement verbal. Cette erreur fatale permit à Robert Black de poursuivre son sinistre parcours, lui laissant le champ libre pour devenir l'un des prédateurs les plus redoutés du Royaume-Uni. Robert Black, insatiable prédateur, continuait à déménager régulièrement, changeant d'emploi tout en cherchant de nouvelles victimes parmi les enfants vulnérables. Lorsqu'il loua une chambre chez un couple âgé, il profita de leur confiance pour agresser sexuellement leur petite fille, une jeune enfant qui venait souvent leur rendre visite. Par peur de traumatiser davantage l'enfant, le couple choisit de ne pas alerter la police. Ils se contentèrent d'expulser Black, sans savoir qu'il laissait ainsi un monstre poursuivre ses actes impunis. Plus tard, Black trouva un autre logement chez un couple marié. Mais là encore, il s'en prit à leur jeune fille, qu'il agressa à plusieurs reprises. Cette fois, les parents ne restèrent pas silencieux, ils dénoncèrent Black à la police. Il fut reconnu coupable de plusieurs agressions sexuelles et envoyé dans un centre de détention pour jeunes délinquants. Pourtant, même cette peine n'allait pas suffire à mettre un terme à son parcours criminel. À sa libération, Black s'installa à Londres, près de King's Cross, où il enchaîna plusieurs emplois. Parmi eux, un poste de maître-nageur dans une piscine publique. Ce travail lui offrit un nouvel accès direct aux enfants. Mais son comportement déviant refit surface. Il fut renvoyé après avoir molesté une jeune fille à la piscine. Bien que l'incident fût signalé, aucune charge ne fut tenue, lui permettant encore une fois d'échapper à la justice. Sans crainte de représailles, Black plongea plus profondément dans ses fantasmes sombres. Il commença à collectionner de la pornographie infantile et à photographier des jeunes filles, âgées de 8 à 12 ans. Sa perversion ne s'arrêtait pas là, il s'habillait, parfois en vêtements d'enfant, s'immergeant totalement dans ses obsessions tordues. Chaque nouveau domicile, chaque nouvel emploi, était une opportunité pour Black de chasser ses victimes. Son apparence banale lui permettait de rester sous les radars,
perfectionnant discrètement ses méthodes. Robert Black loua ensuite une chambre sous les combles chez un couple écossais, Edward et Cathy. Discret et reclus, il passait inaperçu, hormis son hygiène déplorable qui suscitait l'agacement de ses propriétaires. Pourtant, derrière cette façade d'apparente normalité, Black tissait la toile de son sombre dessein. Lors de cette période, il fit un achat déterminant, une camionnette blanche. Ce véhicule devint son arme principale. Embauché par l'entreprise Poster Dispatch and Storage, il se vit confier des tournées de livraison qui le faisaient voyager à travers le Royaume-Uni. Ce travail, qu'il conserva pendant des années, lui offrait une couverture parfaite pour commettre ses crimes, tout en parcourant des centaines de kilomètres sans éveiller le moindre soupçon. L'enquête sur les meurtres de Susan Maxwell, Sarah Harper et Caroline Hogg reposa entièrement sur des preuves circonstancielles. Les enquêteurs, déterminés à clore l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire criminelle britannique, épluchèrent ses registres de travail, trajets de livraison, reçus de carburant, chaque détail fut minutieusement analysé. Ces indices permirent de le situer près des lieux des enlèvements et des endroits où les corps furent découverts. Bien qu'aucune preuve matérielle directe ne le lie au crime, ce faisceau d'indices devint le cœur de l'accusation. Lors de ses tournées, il profitait de ses heures libres pour arpenter des zones isolées à la recherche de jeunes filles. Dès qu'il repérait une proie, il la suivait, guettant le moment où elle serait seule. Il la faisait monter dans sa camionnette, la séquestrait, l'agressait, puis se débarrassait de son corps dans des lieux reculés. Les enquêteurs décrivirent son comportement comme celui d'un chasseur méthodique, toujours en alerte. Un détective déclara: « C'était comme un missile à tête chercheuse, programmé pour ne viser que de jeunes filles. » Le travail de Black le plaçait au carrefour de nombreuses tragédies. Ce livreur insignifiant aux yeux de ses collègues s'avéra être un prédateur implacable, exploitant chaque détour de ses trajets pour satisfaire ses pulsions mortelles. À la fin de l'enquête, la police était convaincue de disposer de preuves circonstancielles suffisantes pour traduire Robert Black en justice. Bien qu'il n'y ait aucune preuve médico-légale directe, la masse écrasante d'éléments reliant Black aux scènes de crime grâce à ses trajets et son comportement suffirait, selon eux, à prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Après de multiples audiences préliminaires, le procès tant attendu débuta. Black faisait face à 10 chefs d'accusation, enlèvement, meurtre, tentative d'enlèvement. Il plaida non coupable à chacune de ces charges. Cette stratégie consistait à démontrer que les faits des 3 affaires étaient si similaires qu'ils ne pouvaient avoir été commis que par la même personne. En plus de souligner les similitudes frappantes entre les 3 meurtres, le ministère public présenta des preuves plaçant Black sur les lieux des crimes. Ils évoquèrent également 2 autres affaires, l'enlèvement d'une fillette de 6 ans à Stowe et la tentative d'enlèvement de Teresa Thornhill en 1988. Le 23 avril 1988, Teresa, alors âgée de 15 ans, marchait tranquillement dans la rue lorsqu'un homme l'attrapa violemment par derrière. Par miracle, elle parvint à se débattre et à s'enfuir. Une fois en sécurité chez elle, elle décrivit son agresseur à ses parents, un homme gros, chauve, sale, d'environ 50 ans. Bien que Teresa ait échappé à une fin tragique, elle porta avec elle un lourd fardeau, la culpabilité du survivant. Elle ne pouvait s'empêcher de penser aux autres filles qui n'avaient pas eu sa chance. L'émotion était palpable dans la salle d'audience. Le procès devint un espace où les récits terrifiants des survivants et les preuves méticuleusement rassemblées convergèrent pour révéler l'ampleur des crimes de Robert Black. Pour la première fois, l'ombre d'un prédateur insaisissable était pleinement exposée à la lumière de la justice. À la fin du procès, l'atmosphère dans la salle d'audience était électrique. Le destin de Robert Black reposait sur un principe fondamental. Preuve de faits similaires: si le jury déclarait Black non coupable sur la première charge, toutes les autres accusations tomberaient comme des dominos. À l'inverse, un verdict de culpabilité scellerait son destin sur l'ensemble des chefs d'accusation.
Le 19 mai 1994, après des délibérations tendues, le jury annonça son verdict, coupable sur les 10 chefs d'accusation. Black fut reconnu coupable de 3 enlèvements, 3 meurtres, et d'une tentative d'enlèvement en lien avec Teresa Thornhill. Le juge prononça la peine maximale, réclusion à perpétuité pour chaque crime, avec une recommandation de 35 ans minimum pour chacun des meurtres. Toutefois, ces peines de réclusion furent ordonnées à être exécutées en parallèle, une décision qui, comme toujours, suscita un vif débat. Le débat autour des peines simultanées est controversé, particulièrement dans des affaires aussi monstrueuses. Pourquoi permettre à un homme, coupable de multiples meurtres, de purger ses peines simultanément, diluant ainsi la gravité de ses crimes? Si certains invoquent des raisons administratives, d'autres y voient une injustice pour les victimes et leurs familles. Mais pour Black, la question de réhabilitation ne se posait même pas. Il n'y avait aucun espoir de rédemption. Alors qu'il quittait la salle, entouré des policiers qui avaient consacré des années à traquer ce prédateur, Black fit une déclaration glaçante. Avec un sourire narquois, il se tourna vers eux et lança « Bien joué, les gars ». Ce furent ses derniers mots avant d'être conduit à la prison de Wakefield, où il passerait le reste de sa vie. À ce stade, l'affaire Jennifer Cardy n'avait pas encore été reliée à Black. Ce n'est qu'en 2002, lorsque l'inspecteur-chef Raymond Marr rouvrit le dossier, que le voile commença à se lever sur ce crime resté non résolu depuis 21 ans. Pour la famille de Jennifer, l'espoir d'obtenir enfin justice renaissait, alors que l'ombre de Robert Black s'étendait encore sur un autre chapitre terrifiant. Malheureusement, une grande partie des preuves liées à l'affaire Jennifer Cardy fut détruite lors d'une explosion provoquée par l'IRA en 1992, qui réduisit en cendres le laboratoire de sciences médico-légales d'Irlande du Nord. Face à cet obstacle, le détective Raymond Murray refusa de baisser les bras. Il demanda l'intégralité des éléments de l'enquête sur Robert Black, menée à travers le Royaume-Uni. Ce fut une tâche titanesque, une investigation de 8 ans impliquant 6 forces de police différentes, ayant accumulé un volume colossal de preuves. Les dossiers furent transportés dans un immense camion semi-remorque. Une salle entière fut dédiée à cette montagne de boîtes en plastique, soigneusement étiquetées. L'équipe d'enquête, déterminée à faire éclater la vérité, entreprit un travail de fourmi, examinait méticuleusement chaque document, chaque indice, afin de prouver que Robert Black se trouvait en Irlande du Nord le 12 août 1981. Parmi les preuves clés figuraient des factures, des reçus de carburant, des journaux de livraison et des fiches de paie. Ces derniers confirmèrent un détail crucial. Cette semaine-là, Black avait effectué la « tournée de l'île », un itinéraire spécifique pour lequel il avait reçu un bonus de 50 livres sterling, un supplément réservé à ce type de trajet. Les enquêteurs creusèrent davantage, étudiant les règles d'assurance de l'époque. Ils découvrirent que Black ne possédait pas la Green Flag Insurance, indispensable pour entrer en République d'Irlande. Cela confirma qu'il n'avait pu effectuer que des livraisons en Irlande du Nord. Mais le détail le plus accablant résidait dans le parcours typique des chauffeurs de PDS pour cette tournée. Leur itinéraire incluait des arrêts stratégiques près de Belfast, Downpatrick et Nora, suivant une route passant dangereusement près de Ballinderry, le lieu où Jennifer Cardy avait été enlevée et assassinée. Ces découvertes ne laissaient plus de doute. Black se trouvait non seulement dans la région, mais il avait suivi un itinéraire qui le plaçait directement sur le chemin de sa jeune victime. Chaque pièce du puzzle s'assemblait, peignant le portrait implacable d'un tueur méthodique, traçant des trajets banals pour dissimuler ses crimes odieux sous le couvert de la routine professionnelle. Les détectives firent une percée majeure lorsqu'ils retrouvèrent un témoin inattendu, le propriétaire d'une entreprise familiale de posters à Nora. Cet homme avait méticuleusement conservé tous ses registres, y compris des reçus datant de 1981. Parmi ces documents, ils découvrirent une livraison spécifique effectuée le 12 août 1981, jour de la disparition de Jennifer Cardy. Le détail frappant ? Le seul chauffeur de PDS capable d'avoir réalisé cette livraison n'était autre que Robert Black. Cette campagne de posters, exclusive et unique, le liait directement à la région au moment exact du crime.
Mais l'étau se resserra encore. Des reçus personnels de Black vinrent corroborer sa présence en Irlande du Nord à cette période critique. Les enquêteurs, pièce par pièce, reconstruisirent un emploi du temps qui laissait peu de place au doute. La reconstitution de ces déplacements révéla un scénario glaçant. Dans la nuit du 11 août 1981, Black embarqua avec sa camionnette sur un ferry de Liverpool à Belfast, arrivant à 7 heures du matin le 12 août. Il entama sa tournée en Irlande du Nord, traversant Belfast, Downpatrick, et suivant la route A1. Son itinéraire le mena directement près du barrage de Mackay, à quelques kilomètres seulement de Ballinderry, où Jennifer avait disparu. Il termina ses livraisons à Nora à 11h30, bien avant l'heure de départ de son ferry retour, prévu à 21h15. Presque 10 heures de liberté. 10 heures sans aucune obligation professionnelle. 10 heures qu'il utilisa pour arpenter les routes, à la recherche de sa prochaine proie. Ces heures sans alibi, ce vide glaçant, devinrent une pièce maîtresse de l'accusation. Les enquêteurs avaient révélé la froideur méthodique de Black, un homme qui exploitait chaque seconde de son temps libre pour traquer des victimes innocentes, transformant ses livraisons en une couverture idéale pour ses crimes. Le filet se refermait sur un tueur qui, pendant trop longtemps, avait échappé à la justice. Pendant cette période, Robert Black fit ce qu'il faisait souvent, il quitta les routes principales pour explorer les petites rues et villages isolés sur son itinéraire. Ses déambulations le menèrent à Ballinderry. À 13h40, il fut aperçu conduisant sa camionnette, passant près de Jennifer Cardy, qui roulait à vélo en direction de la maison de son ami. Pour les enquêteurs, ce moment précis devint un élément clé. Bien qu'ils aient rassemblé suffisamment de preuves circonstancielles pour le lier à l'enlèvement et au meurtre de Jennifer, ils savaient qu'un aveu direct serait décisif. L'équipe policière se prépara méticuleusement pendant plus d'1 an pour interroger Black, choisissant avec soin 2 enquêteurs, un homme et une femme. Pamela Simpson, l'enquêtrice, était reconnue pour sa capacité à briser le silence des suspects les plus endurcis. Le 16 mai 2005, l'interrogatoire débuta. Pendant 3 jours, ils enregistrèrent chaque mot sur 21 cassettes audio, dans une quête acharnée de la vérité. Au fil des heures, Black fit une admission cruciale, il était en Irlande du Nord le 12 août 1981, le jour de la disparition de Jennifer. Cette déclaration fut un tournant. Mais ce fut lorsqu'il parla de ses pensées et fantasmes qu'il révéla sa véritable nature. Black confessa qu'une partie de lui savait que ses pulsions envers les jeunes filles étaient moralement répréhensibles, mais une autre partie en retirait une satisfaction perverse. Lorsqu'on lui demanda de décrire un scénario de ses fantasmes, il peignit une image glaçante, une petite fille, seule, dans un endroit reculé. Un chemin étroit, descendant une colline, avec une maison isolée en retrait de la route. Les enquêteurs se figèrent. Black venait de décrire avec une précision troublante l'endroit exact où Jennifer Cardy avait été enlevée. Chaque détail correspondait à la scène du crime. Ce moment scella l'enquête. Bien que Black n'ait jamais prononcé les mots « je l'ai fait », son récit reflétait si parfaitement les faits que les détectives savaient qu'il tenait là la vérité. C'était peut-être la confession la plus proche qu'ils obtiendraient. Black engageait la conversation avec un regard perçant, fixant intensément son interlocuteur. Mais dès que le sujet des meurtres ou des assassinats était abordé, son regard se dérobait, se baissant brusquement. Le 16 décembre 2009, l'affaire prit un nouveau tournant, Robert Black fut officiellement inculpé du meurtre de Jennifer Cardy. Son procès s'ouvrit le 22 septembre 2011, un moment redouté mais attendu par les parents de Jennifer, Andy et Pat, qui assistèrent à chaque journée des 6 semaines de procès. L'accusation déroula un dossier accablant, retraçant non seulement le calvaire de Jennifer, mais aussi les autres crimes de Black et ses condamnations antérieures. Mais c'est lorsque les enregistrements des interrogatoires de Black furent diffusés que l'horreur atteignit son paroxysme. Les jurés, les spectateurs, et surtout les parents de Jennifer furent confrontés à l'obscurité insondable de l'esprit de Black. Il y décrivait sans émotion ses fantasmes, expliquant pourquoi il préférait les jeunes filles aux femmes adultes. Pour Andy Cardy, cette épreuve fut insoutenable. C'était le moment le plus horrifiant du procès, confia-t-il plus tard.
Je devais m'asseoir là, écouter cet homme expliquer pourquoi il était attiré par des petites filles, et tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer. Chaque mot me brisait un peu plus en pensant à ce que notre fille avait dû endurer. Le poids de ces révélations écrasait l'audience, chaque témoignage ajoutant une couche de douleur. Mais pour les parents de Jennifer, endurer ces horreurs était un acte de courage et de devoir. Ils voulaient s'assurer que la vérité soit pleinement entendue, que la mémoire de leur fille reste vivante, et que l'homme qui avait détruit tant de vies soit enfin confronté à la justice. Le 27 octobre 2011, le verdict tomba. Robert Black fut reconnu coupable de l'enlèvement, de l'agression sexuelle et du meurtre de Jennifer Cardy. La sentence fut sans appel, une nouvelle peine de réclusion à perpétuité, avec un minimum de 25 ans à purger. Le juge ne mâcha pas ses mots, précisant que Black aurait au moins 89 ans avant même de pouvoir envisager une libération, bien que beaucoup, y compris les familles des victimes, estimaient qu'il ne devrait jamais quitter sa cellule. Après le verdict, Andy Cardy, la voix tremblante mais déterminée, s'adressa à la presse. Nous avons dû écouter en détail comment Robert Black a kidnappé, agressé sexuellement et assassiné notre fille. C'était insupportable. Pendant 30 ans, nous avons évité d'imaginer les dernières heures de Jennifer. Et maintenant, nous avons été forcés de confronter l'horreur inimaginable de ce qu'elle a enduré. Un moment particulièrement marquant se produisit lorsque le greffier du tribunal s'approcha d'Andy après le procès. Elle lui confia, émue, « Je n'ai jamais vécu quelque chose de semblable. C'est la première fois que je vois l'accusation, la défense, le jury, la police, et même moi-même, pleurer. » Ces mots témoignaient de l'impact émotionnel colossal de ce procès, non seulement sur la famille, mais sur tous ceux qui y avaient assisté. Le détective Raymond Murray, l'homme qui avait poursuivi inlassablement cette enquête, joua un rôle déterminant dans la quête de justice pour Jennifer. Il ne cacha pas l'admiration qu'il éprouvait pour la famille Cardy. Au milieu de cette tragédie indescriptible, dit-il, rencontrer la famille Cardy a été une expérience marquante. Leur force, leur amour et leur unité, malgré l'horreur qu'ils ont traversée, sont tout simplement remarquables. Le procès de Robert Black fut bien plus qu'une simple procédure judiciaire. Il fut le témoignage d'une douleur collective, d'une quête de justice, et de la résilience inébranlable d'une famille brisée mais déterminée à honorer la mémoire de leur fille. Le 12 janvier 2016, Robert Black mourut d'une crise cardiaque alors qu'il était transféré entre deux cellules à la prison de Magaberry, en Irlande du Nord. Âgé de 68 ans, il s'éteignit sans jamais avoir exprimé de remords pour les vies qu'il avait brisées. Pour beaucoup, sa mort fut perçue comme une fin bien trop clémente. Nombreux étaient ceux qui estimaient qu'il méritait de passer bien plus de temps à endurer les souffrances qu'il avait infligées à ses victimes. Après son décès, une enquête fut lancée pour retrouver des membres de sa famille susceptibles de réclamer ses restes. Mais après 6 mois de recherches infructueuses, personne ne se manifesta. Finalement, les autorités décidèrent de le faire incinérer et dispersèrent ses cendres en mer, un geste symbolique qui semblait vouloir effacer sa présence de ce monde. Cette affaire reste l'une des plus terrifiantes de l'histoire criminelle. Les souffrances endurées par les jeunes victimes et leurs familles sont presque impossibles à décrire. Leur douleur, leur perte, et les cicatrices laissées par ces crimes ne s'effaceront jamais. Pour ceux qui souhaitent mieux comprendre l'ampleur de cette tragédie, plusieurs documentaires produits par la BBC offrent un éclairage supplémentaire. Mais ces films, bien que poignants, sont difficiles à regarder tant ils plongent dans les abysses de l'horreur humaine. L'histoire de Robert Black n'est pas seulement celle d'un prédateur. C'est aussi un rappel brutal des ravages que de tels individus peuvent infliger, et de la résilience incroyable des familles qui, malgré l'inimaginable, continuent de se battre pour honorer la mémoire de leurs enfants.